Je vous présente notre conférencier de ce midi, qui est professeur François Ferland de l'Université de Sherbrooke. Je vous laisse introduire davantage votre sujet. Et pour le moment, je peux déjà vous dire que le titre de la présentation risque de refléter ce qu'on va entendre ce midi. Donc, il va nous parler des robots de service autonomes, un défi d'intégration technologique. Donc, je vous cède la parole, professeur Ferland. Oui, merci beaucoup. Donc, oui, ben, François Ferland, département de génie électrique et informatique à l'Université de Sherbrooke depuis 2017, beaucoup impliqué dans les programmes d'enseignement en génie robotique et autres. Et en fait, aujourd'hui, ben, c'est un peu deux présentations en un, si on veut. Donc, j'ai une première partie plus sur mes sujets de recherche en général. Donc, ben, exactement ça, robot de service et défis d'intégration, surtout logiciel de ce point de vue-là. Puis, une deuxième partie, là, ben, mes collègues là, sur notre mandat inter, là, Dalia Kari et Adina Panchea, sont présentes là, maintenant, où on va parler ben, de notre mandat qui était ben, qui est toujours sur un fauteuil roulant motorisé intelligent et sur différentes modalités de contrôle qu'on peut utiliser pour ce genre de fauteuil-là, ou est-ce qu'on en a un peu dans nos travaux. Mais il y a un lien avec mes travaux en général, donc voilà un peu pour la présentation. Donc, ben, sans plus tarder, euh, on va lancer la présentation. Ici, j'ai sorti des citations, en fait, là, qui viennent d'une publicité d'un robot de service autonome fait pour le domicile. Et donc, un peu là, les phrases qu'on voit souvent, là, l'introduction du premier robot autonome personnel qui peut trouver son chemin à travers autant la maison que le bureau, faire des tâches préallouées, avec un système d'exploitation super intuitif qui peut comprendre les commandes qu'on lui donne, qu'on peut programmer nous-mêmes, qui intègre un système d'intelligence artificielle, etc., etc. Bref, beaucoup de choses. Mais, bon, ça, c'est quel robot? Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vu, qui en ont déjà entendu parler. Est-ce que c'est, par exemple, le TEMI qui est sorti, là, en fait, qui a été annoncé en 2020, si je ne me trompe pas? Bref, quelque chose de très récent, ce genre de robot-là là, qu'on voit souvent promis. Eh bien, non. Les citations viennent d'un robot qui date de beaucoup plus longtemps, en fait, qui est déjà disponible depuis longtemps, qui est le Artex System. Là, j'ai oublié son nom, mais c'est le Origin ou quelque chose comme ça. Mais bref, ce qui est important à retenir, c'est qu'il a été annoncé en 1985, ce robot-là. Donc là, c'est un peu étonnant. Pourtant, comment ça se fait qu'on n'envoie pas autant de robots de services autonomes personnels pour, par exemple, pallier aux problèmes de main-d'œuvre en milieu hospitalier ou quoi que ce soit. Mais c'est un peu le problème là, que je veux aborder aujourd'hui. C'est pourquoi c'est encore un défi d'intégration technologique? Pourquoi, malgré le fait qu'on annonce des robots comme ça depuis ben, plus de 30 ans, mais on n'en a pas encore. T'sais. Et petit détail, j'ai triché un peu sur deux ou trois citations dans ce que j'ai sorti. Tout ce qui était sur texte, ça venait vraiment de la publicité de 1985, sauf les deux phrases entourées en rouge qui, elles, venaient vraiment du TI. Donc, tu sais, pour dire qu'on utilise un peu le même vocabulaire depuis 35 ans. Et l'autre place que j'ai triché, j'ai enlevé le qualificatif de 100 kilooctets pour le système d'intelligence artificielle intégré, parce que ça aurait vendu de la mèche. Donc, bref, pourquoi on décrit les robots de la même façon depuis aussi longtemps? Ben, c'est un peu un problème aussi de perception du public. Ce n'est pas nécessairement un reproche, pas dans le sens que, ah non, qu'est-ce qu'on fait depuis 37 ans? On ne fait rien de pertinent, au contraire. Mais ben voilà, problème de la perception du public, c'est que l'intelligence artificielle, en général, ben, les gens ont déjà une image en tête de qu'est-ce que ça fait. Puis, plus souvent qu'autrement, on l'associe à des robots futuristes, des robots de science-fiction. Euh, Justement, là, ça, c'est juste le résultat d'une recherche très simple sur Google Images, Artificial Intelligence. Qu'est-ce qu'on voit? Pratiquement une photo sur deux, c'est il y a un robot qui manipule des choses, qui réfléchit, ce genre de choses-là. Donc ça crée une attente énorme pour le public quand on y pense. Ben, comment y arriver maintenant? Ben, il y a trois façons, si on veut, là, si on veut simplifier, à mon avis. Premièrement, il faut regarder du côté de la robotique classique, on dirait industrielle, qui, elle, ben, depuis des années, a des succès. Là. Ça, on n'a pas ça, c'est un vrai succès. Je veux dire, on les voit tant dans des chaînes d'assemblage de voitures de toutes sortes ben, voilà, des performances mécaniques très intéressantes. En automobile, comme on disait, il y a il y a eu beaucoup de succès, on en voit partout. Il n'y a plus de voitures ou presque, à part des modèles extrêmement spécifiques qui sont fabriqués à la main. Mais il y a un détail important dans ces robots-là, c'est que personne n'interagit directement avec les robots. Si je reviens à l'image précédente, là, encore une fois, il n'y a personne dans le décor, ou s'il y a quelqu'un, ben, c'est nécessairement derrière un grillage, donc inaccessible. Donc, on ne met pas une personne en mettant qu'un robot dans le même espace.
Par contre, depuis un certain temps, depuis quelques années, on va arriver beaucoup de robots qui sont collaboratifs, donc qui, eux, peuvent opérer avec des gens à proximité. C'est des robots qui sont à la fois, dans le fond, sécuritaires d'un point de vue mécanique, donc qu'on peut interagir là, sans risquer de se blesser, mais aussi qui intègrent des systèmes intelligents de perception et autres pour bien détecter où sont les gens et donc pas causer d'accidents. Donc, qu'est-ce que ça implique, la robotique collaborative? Ben, surtout en opposition à la robotique plus traditionnelle, qui, elle, est coopérative. Qu'est-ce qu'on veut dire par coopératif? Dans le fond, oui, les humains et les robots peuvent travailler dans la même usine, mais chacun de leur côté, ils n'entrent jamais en contact et ils travaillent nécessairement pas sur la même pièce. Donc, on n'aura pas de cas où est-ce qu'un robot tient une pièce ou manipule un objet pendant qu'un humain travaille dessus. À l'opposé, au collaboratif, mais c'est là, les humains peuvent coexister, ils peuvent interagir directement, ils peuvent travailler sur les mêmes pièces là, si c'est dans un domaine manufacturier. Donc voilà un peu la définition. Puis, qu'est-ce qui permet cette collaboration-là? Je l'ai annoncé un peu plus vite, mais c'est des robots souvent qui sont plus légers aussi. Donc, quand je parlais d'un point de vue mécanique, là, sont plus sécuritaires parce que qui dit moins lourd dit moins d'énergie cinétique, donc moins de risque de blessure si jamais il y a une collision. Mais aussi un contrôle, donc un asservissement, c'est les lois là, de commande là, pour les moteurs de ces robots-là, qui sont compliantes. Et donc, qui ont la possibilité de percevoir et contrôler les forces d'interaction. Donc, on n'est plus seulement en contrôle de position, il faut atteindre tel endroit en moins de temps possible, mais il faut aussi les atteindre en comprenant que si on applique un peu trop de couple en rotation ou un peu trop de force en pression ou quoi que ce soit, il y a un problème. Donc, on peut contrôler ça. Donc, ça, c'est un des aspects importants. L'autre aspect important, si on regarde d'autres succès, en tout cas de démonstrations vraiment impressionnantes de robotique dans les dernières années, il y a eu, là, bon, ça c'était en 2015, c'était le DARPA Human Robotics Challenge, qui était un concours organisé par la défense, bref, la branche de recherche de la défense américaine. Pour de la rescousse ou des opérations suite à des catastrophes, dans ce cas-ci nucléaire, c'est inspiré de la catastrophe là, des années 2000, autour de 2010, j'oublie l'année exacte, là, mais qui est arrivée au Japon là, après le tsunami là, à Fukushima, où est-ce que, un des problèmes à cette centrale-là, qui a causé d'autres problèmes ensuite, c'est qu'il y avait une valve, là, une soupape, là, un endroit, bref, la commande de la roue pour la contrôler, qui était rendue inaccessible parce que dans l'endroit où cette valve-là était, il y avait trop de radiation. Donc, même un humain avec une excellente combinaison là, de protection ne pouvait pas se rendre non plus. C'était trop risqué pour la santé. Et donc, les gens se sont commencés à se poser la question, mais si on avait pu envoyer un robot, qui soit opéré de façon autonome ou non, là, mais si on avait pu envoyer une machine pour opérer cette même valve-là, là, on aurait pu, en fait, relancer, si je ne me trompe pas, c'était le système de refroidissement de toute la centrale et du réacteur, et donc diminuer de beaucoup les effets par la suite. Donc là, ce qu'on voit là, c'est 3 photos du robot qui a gagné cette compétition-là cette année-là. Donc, c'est un robot qui est humanoïde, on le voit bien, mais qui était capable, dans le fond, d'opérer dans un environnement qui est humain. Donc, exactement ce qu'on veut d'un robot de service qui pourrait aider, par exemple, comme je disais, dans des maisons de retraite ou carrément à domicile chez des gens en perte d'autonomie. Donc, le robot était capable d'embarquer dans un véhicule moteur et avec un volant, le contrôler, se rendre à la centrale, ouvrir des portes, manipuler des outils conventionnels et ouvrir la fameuse valve. Mais une chose qui est à retenir de ce projet-là, il y a eu plusieurs autres robots, on a vu des fois des vidéos un peu humoristiques qu'on en voyait plein tomber puis se briser, mais il ne faut pas se concentrer sur les failles de ça, c'est beaucoup plus sur l'accomplissement. Mais il y a un détail important. Ces robots-là étaient opérés avec un ordinateur à distance. Et là, on voit une partie de l'équipe qui l'opérait. Mais en fait, ce que ça cache, c'est que ces robots-là avaient très peu d'autonomie, en fait. C'était beaucoup en téléopération. Donc, on contrôlait le robot à distance. Oui, il y avait des ordinateurs, parfois externes, comme on voit là, sur le coin de la table là, qui aidaient à modéliser l'environnement, détecter où est-ce que, justement, les bras robotisés pouvaient prendre un objet puis le manipuler. Mais il reste que la prise de décision, la perception globale, la coordination du mouvement de ce robot-là était contrôlée à distance. Puis la téléopération, la téléprésence, c'est une autre idée qui date d'un certain temps, qui a des promesses depuis longtemps. J'ai sorti, c'était une caricature là, des années. Je n'ai pas trouvé l'année exacte, mais c'est l'année 50-60. De toute façon, l'artiste est décédé en 1970. Donc, ça ne peut pas être après 1970. Mais où est-ce qu'il vantait l'arrivée de la télémédecine, justement, mais, avec une télévision, puis des bras robotisés, mais des années 50-60. Mais n'empêche, c'est des vieilles idées, mais qui ont encore leur place. Puis dans un concours comme ça, ce qui a été observé par des chercheurs, ils ont fait une étude, dans le fond, de voir combien de gens ça prend pour opérer des machines comme ça. Puis, ce qui est à retenir, c'est ce qui est entouré en orange. Dans le fond, là, il n'y a pas une équipe
en fait, les équipes avaient jusqu'à 4 opérateurs actifs en même temps. Donc, pas seulement un, puis d'autres qui observent. Ça, le nombre d'opérateurs passifs pouvait monter jusqu'à 5, mais carrément, il pouvait y avoir 4 personnes qui envoyaient des commandes au robot. Donc, ça fait des très grosses équipes. Puis, dans certains cas, ça peut monter à 14 changements de l'opérateur actif. Mais, bref, au minimum, ça prend une personne derrière ces machines-là. Et là, dans une situation démographique comme aujourd'hui, où est-ce que le nombre de travailleurs actifs par retraité il va de plus en plus en diminuant, où est-ce qu'on le dit, il va y avoir un problème de ressources, il n'y aura pas assez de gens pour s'occuper des gens en perte d'autonomie. Et si ça prend jusqu'à 4 opérateurs actifs sur un robot, en quoi un robot d'assistance va répondre vraiment à ce problème-là? C'est une question qu'on peut se poser. Mais c'est pour ça qu'il faut pousser beaucoup sur l'autonomie, créer des agents intelligents qui sont réellement autonomes. Et donc, où est-ce qu'on veut s'en aller? Puis une des pistes, ça, c'est un autre chercheur là, qui l'a identifié il y a quelques années. Cet chercheur-là identifiait, entre autres, là, que le poids, comme je disais tout à l'heure, pour la robotique collaborative, est un facteur. Parce que plus qu'on a une machine qui est lourde, moins qu'on peut espérer l'intégrer de façon sécuritaire dans des milieux humains. Mais c'est aussi que le poids, en fait, où est-ce que ça a un autre impact? C'est sur les ressources informatiques qui sont à bord de la machine. Donc, si on a un robot qui est trop léger, il ne peut pas porter un gros ordinateur, mais en fait, il ne peut surtout pas porter une grosse batterie et donc moins d'alimentation, moins de puissance de calcul, donc moins théoriquement de capacité cognitive pour ce robot-là. Ça aussi, c'est un défi qu'il faut contrer. Et si on parle de ces défis-là d'un point de vue informatique, d'un point de vue computationnel, il y en a un gros qui est de la perception. Ça, c'est un exemple de, par exemple, ce qu'on peut obtenir avec un réseau de neurones convolutionnel, donc pour ce qu'on voit beaucoup là, en apprentissage profond, là, pour de la détection d'objets. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe des images, on réussit à classifier tous les objets, où est-ce qu'ils sont, etc., etc. Ça, c'est de plus en plus connu. Ça fonctionne très, 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 très bien, mais ça génère une très grande quantité d'informations. Si on a les ressources computationnelles, déjà là, ça peut être un frein, mais ça génère de l'information. Puis, l'humain a un peu le même problème. On est constamment stimulé, on est constamment bombardé de stimuli, de sources de perception, etc. Mais ça, on le règle, nous, en tant qu'humains, par le mécanisme de l'attention. C'est un peu ça l'inspiration derrière les travaux qu'on fait ces temps-ci en intégration logicielle. Un peu le problème qu'on a, c'est ça. On est dans une situation, un environnement qui sont, si je reviens aux photos, qui sont rien de compliqué. Là. On a un domicile avec des chaises, il y a même personne à gauche. À droite, c'est une scène de repas. Comme humain, on le reconnaît tout de suite, mais encore là, on est bombardé d'informations. Mais c'est ça. Plus qu'on a de stimuli, plus que ça implique de calcul, plus que ça produit de percept. Percept étant, dans le fond, une information qui est déjà un peu plus transformée, qui est déjà un peu plus abstraite. Bref, la différence entre les pixels qui représentent une chaise et savoir que c'est une chaise à tel endroit et elle appartient à qui. Donc ça, c'est plus de calcul. Mais c'est à partir de ça qu'on peut, en bas là, dans mon diagramme, générer des comportements parce qu'on décide de, par exemple, tirer la chaise ou quoi que ce soit, il faut savoir où est-ce qu'elle est, il faut savoir que c'est une chaise et produire des actions. Mais comment on contrôle maintenant la consommation en informatique? Là, c'est là que nous, on travaille beaucoup sur rajouter une couche décisionnelle au-dessus de ça, inspiré, comme je disais, des phénomènes, mais surtout des mécanismes d'attention chez l'humain. Donc, d'être capable de filtrer dans cette information-là. Qu'est-ce qui est vraiment important? Sans rentrer dans les détails, là, c'est là qu'on peut, par exemple, en sachant que notre robot ne bouge pas, on peut porter moins d'attention à nos capteurs qui détectent les obstacles. Parce que si on ne bouge pas et que personne ne bouge, voilà, on a peut-être moins besoin là, de modéliser à haute précision l'environnement. Donc là, on peut couper sur ces éléments-là. À l'inverse, on peut aussi travailler sur la réponse. S'il y a 15 personnes devant nous, mais qu'on est un robot d'assistance personnelle pour une personne, on l'identifie, on filtre les actions des autres. Puis, ça nous permet de poser des actions qui sont plus posées, justement, là, qui sont plus adaptées à la situation en cours et le besoin. Et donc, notre système, c'est un peu ça, c'est le Hybrid Behavior-Based Architecture, où est-ce qu'on vient choisir exactement les stimuli, les perceptions qu'on a de besoin par anticipation, basé sur un mécanisme d'attention sélective, dans le but de maximiser l'utilité globale du système. Donc, ça nous prend une forme de définition de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, mais ça vient avec la définition de la tâche du robot. Puis, d'avoir un système qui est modulaire, donc qu'on peut combiner sur différentes plateformes et différentes tâches et différents contextes. Ça ressemble à ça une fois implémenté, plusieurs couches, mais on a quand même la chaîne dans le bas qui traverse disons, la capture d'informations brutes de nos capteurs multimodaux qui se transforment en percept, qui se transforment en action, qui se transforment en commande pour les actionnaires. À partir d'un ensemble de motivations qui génèrent des désirs, qui, eux, sont des définitions de tâches qui peuvent être très
haut niveau. Une tâche, quand j'entends par ça, c'est pas juste, disons, aller porter quelque chose à quelqu'un, poser une question. Ça peut aussi se décliner en information, par exemple, détecter les gens, reconnaître des personnes, ce genre de choses-là. C'est traduit en intention qui configure la couche qui est très réactive dans le bas. Ça, c'est un autre but, c'est d'avoir quelque chose qui peut réagir rapidement au changement. Et donc là, on a ça. Mais maintenant, ça, c'est un problème. Comme je disais, ben, c'est un problème. Il y a un problème additionnel. C'est que je disais qu'il faut définir la tâche globale du robot pour arriver avec une intention qui est précise selon la tâche. Mais comment on peut apprendre, par contre? Parce que là, on a un robot qui est fixe. Le développeur, le concepteur, lui, a imposé une tâche, par exemple, juste d'accueillir les gens et les déplacer. Mais il y a beaucoup de travaux que, justement, nous, on participe à ça, sur l'apprentissage de nouvelles capacités pour un robot, une fois qu'il est mis dans son milieu. C'est-à-dire que si, par exemple, on est dans une maison de retraite, on amène un robot, les personnes qui sont le plus aptes à dire qu'est-ce qu'il faut faire au robot, ben, c'est à la fois la personne, par exemple, âgée ou la personne en perte d'autonomie sur place, donc l'utilisateur principal, mais aussi les gens du personnel, donc des préposés sur place qui peuvent le dire. Ben, quand on accueille telle personne, qu'on déplace telle chose, ben, c'est là, on met l'objet là ou quoi que ce soit. Et donc, ben, il faut intégrer un système qui est capable d'apprendre dans ça. Donc, pas juste des situations qui sont préfixées avec une équipe d'ingénieurs à distance qui le commande, comme dans les exemples en téléopération. Et puis là, ben, ça, c'est un des exemples là, de travaux là, sur lesquels on s'inspire. On a une étudiant de doctorat qui travaille là-dessus, littéralement, qui part de, c'est de l'apprentissage par renforcement, mais avec une composante d'apprentissage en ligne, donc pendant qu'on l'applique, mais basée sur des données qui sont a priori. Puis comment que ça fonctionne dans les grandes lignes? C'est d'un premier temps, on apprend d'un point de vue visuel qu'est-ce qui peut être fait. Donc, plutôt que d'imposer une tâche, d'avance, mais c'est avec la vision qu'on est capable de détecter qu'est-ce qui est possible. Par exemple, bon, il y a des objets, je peux les attraper de telle ou telle façon. Donc, ça génère un ensemble de possibilités qui doivent être filtrées ensuite par notre architecture sur le même principe du phénomène d'attention. Mais ça, c'est que ça crée un ensemble de données qui donne un ensemble de skills en anglais, donc d'habiletés, de compétences pour le robot, qui génère un ensemble qu'on appelle de behavior dans ce cas-ci, mais aussi de policies, donc de façon de réagir à différents stimuli de l'environnement qui viennent définir qu'est-ce qui peut être fait. Et finalement, ben, pour de l'apprentissage en ligne, ben, ce que ça veut dire, c'est qu'on vient raffiner. Si notre modèle, bon là c'est un exemple avec des blocs Lego, là, mais si notre modèle nous disait que bon, ben, s'il y a des blocs Lego dans l'image, ben, ça veut dire qu'on peut le prendre de telle façon, mais il n'y a aucune chance qu'une fois rendu sur le terrain, les blocs Lego soient exactement de la même façon, placés de la même façon. Mais c'est là le système est capable de redétecter ça et régénérer des comportements sur mesure au moment d'arriver. Donc, si je conclue sur ces travaux-là, ben, qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir des robots qui sont réellement utiles? Ben, ça prend à la fois des robots qui sont collaboratifs physiquement, donc qui sont légers, qui sont performants d'un point de vue mécanique et concluants. Des robots qui sont adaptatifs, donc qui à la fois peuvent moduler leurs demandes en calcul pour répondre à leurs propres contraintes, d'avoir un ordinateur à bord, parce qu'on ne peut pas toujours se fier sur des ressources qui sont à l'externe. Tout le monde a sûrement déjà interagit avec des agents intelligents comme Siri ou Google Home, mais qu'un matin, le réseau ne fonctionne pas, bien, on n'a pas l'information. Si c'est une pièce importante de notre journée, de notre quotidien, bien, on a des problèmes. Fait que ça prend quelque chose qui est capable d'opérer de façon autonome, littéralement. Puis, bien, pour se rendre jusque-là, si on a des systèmes de téléprésence qui sont robustes, autant d'un point de vue télémédecine pour interagir directement avec l'utilisateur, mais aussi pour enseigner à ces robots-là comment faire, parce que ça peut être un vecteur d'apprentissage, la téléprésence, on peut on pourra avoir des comportements qui sont plus adaptés, puis peut-être bien un jour un robot qui est entièrement autonome, tout ça intégré dans une architecture logicielle qui est fiable, qui peut combiner tout ça dans un tout cohérent. Donc, ça, c'était pour le résumé un peu des travaux. Si vous voulez, s'il y a des questions immédiates sur ce sujet-là, on pourrait les prendre tout de suite. Vous êtes le bienvenu. Sinon, on va prendre un autre, peut-être un petit 10 minutes là, pour parler un peu plus là, de notre mandat inter, d'une série de mandats inter, en fait, dans lesquels on a été impliqués sur le développement d'un fauteuil roulant mobile intelligent qui en fait a des modalités à la fois de contrôle qui sont différentes, une interface pour les utilisateurs qui sont différentes, et aussi dans la façon que c'est contrôlé. Donc, je pense qu'on va continuer avec le fauteuil tout de suite. Là. Je n'ai pas vu de main se lever ou c'est moi qui n'ai pas l'interface pour, mais bref.
Parlons fauteuil. Donc, le FRMI, ou le Smart Wheeler, c'est en fait un projet qui est dans les terres depuis longtemps, depuis, je n'ai pas retrouvé la date exacte, mais depuis une bonne dizaine d'années, qui a impliqué des équipes de McGill avec Joël Pinault. Et ben là, je voyais, il y avait Philippe Archambault qui semble toujours connecté, qui est impliqué là-dedans aussi. Il y a eu François Routier aussi. Et il y a eu là, j'ai un plan, mais à Polytechnique, là, qui a travaillé aussi sur la conception physique de ce fauteuil-là. Donc, c'est un projet qui existe depuis une bonne dizaine d'années dans le cadre d'Inter. Et ben, moi, en l'occurrence, j'ai rejoint le projet avec Dalia qui était déjà impliquée sur le travail du design de l'interface graphique, dans le fond, de l'interface de commande de ce fauteuil-là. Parce que ce qui avait été identifié à l'époque, c'est que des personnes qui ont différentes incapacités motrices physiques ne sont pas nécessairement capables d'opérer un fauteuil roulant de façon traditionnelle. C'est, par exemple, oui, ils vont pouvoir donner une certaine vitesse avec la manette conventionnelle, mais ils ne pourront pas maintenir cette vitesse-là de façon continue. De tenir même la manette dans une position précise pendant plus d'une minute, c'est une source d'inconfort, c'est une source de fatigue. Donc, ça, c'était un problème. Donc, il y a eu de l'exploration de fait dans les interfaces tactiles, qui là se présentent un peu comme des interfaces de navigation, comme dans un jeu vidéo carrément, donc dans le tactile, mais ça aussi, il y a des problèmes aussi d'interaction. Où est-ce que c'est pas... oui, tenir un doigt sur un écran, c'est peut-être un peu plus facile qu'une manette, mais ça reste qu'il y a des difficultés derrière ça. Donc là, il y a eu différentes avenues étudiées, autant de manettes virtuelles sur l'écran que de systèmes où est-ce qu'on clique, puis le robot fonctionne de façon tout à fait autonome. Et puis, il y a eu dans le fond, différentes études autour de ça. On a eu, pendant la COVID, ça a été particulièrement difficile de recruter des gens, des vrais utilisateurs de ce type de fauteuil-là. Mais on a quand même eu des tests préliminaires de fait avec des étudiants, juste pour avoir une idée de la facilité d'utilisation de cette machine-là, puis comment notre manette virtuelle pourrait fonctionner. Ça, c'est un peu l'état. Mais là, on va aller plus loin avec ça. Donc, quel genre de techniques peuvent être utilisées en multimodalité pour venir améliorer le contrôle dans ce robot-là? C'est à la fois pour répondre aux problèmes de perte de sensibilité tactile, diminution du contrôle moteur, que de fournir un système de navigation lorsque le robot est en mode, je dis robot, mais le fauteuil, mais se comporte pas mal comme un robot, mais de façon complètement autonome. Comment on peut produire une navigation qui est plus confortable, qui est plus consciente des gens qui l'entourent. Et à la fois aussi, c'est toujours d'actualité, des solutions peut-être aussi pour répondre aux problèmes de distanciation sociale avec un fauteuil comme ça, qui, avec un système de navigation plus type robotique classique, ne le respectera pas nécessairement. Donc, les avenues qu'on est en train d'explorer, on conserve l'autonomie, les kits de capteurs qui sont sur le robot, quoi qu'on en a renouvelé récemment cet automne, des meilleures caméras, une meilleure disposition des lidars, une architecture électrique plus solide aussi pour le fauteuil. Là, c'était plus l'idée de nous donner une base solide pour la suite. Et là, on va étudier, dans le fond, trois avenues. La première, qui est les interfaces cerveau-ordinateur, donc avec un casque, là, avec électrode, avec contact, mais non intrusive, pour mesurer l'activité du cerveau humain. Pas nécessairement dans le but de donner un contrôle extrêmement fin au fauteuil. Dans le sens que je veux dire, c'est qu'on ne contrôlera pas en vitesse. Là. Par exemple, pas juste avec la pensée qu'on va pouvoir le donner des trajectoires très fines. Le but, c'est plus de moduler le contrôle qui serait déjà donné d'avance avec l'interface tactile. Donc, c'est une combinaison des deux. Parce que ce qui a été observé dans la littérature, à moins d'avoir des électrodes là, intrusives, justement, puis beaucoup plus compliquées à utiliser, le signal qu'offre ce genre d'interface-là, cerveau-machine, même s'il y a une dizaine d'électrodes, est trop bruité, n'est pas assez fin pour avoir un contrôle assez précis, comme si c'était une manette directe. Donc, mais ce qu'on peut faire, c'est quand même extraire, par le niveau d'activité et différentes autres techniques, on peut quand même extraire des préférences de l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur démontre une forme d'inconfort, du moins c'est ce qu'on prévoit, l'activité augmente, on peut ralentir le fauteuil. On peut augmenter la distance à laquelle le fauteuil passe des obstacles, etc., etc. Ce qui nous amène à intégrer un nouveau système de navigation à l'intérieur du fauteuil. Parce que là, le fauteuil utilise du code qui est déjà disponible, des systèmes de navigation, par exemple, pour de la manutention de marchandises,
de la navigation autonome carrément de véhicules moteurs. Donc, c'est des techniques qui existent depuis des dizaines d'années, mais qui sont toujours raffinées, mais qui sont qui sont, disons, optimisées pour une chose, soit diminuer le temps de parcours ou la distance de parcours ou le coût en essence rendu là. Donc, trois choses qui ne sont pas nécessairement la priorité des utilisateurs du fauteuil. Tout le monde veut se rendre à un lieu le plus rapidement possible, mais ça ne veut pas dire passer à 1 millimètre de tous les murs et tous les coins et donner l'impression qu'on va frapper tout le monde dans une salle. Et donc, c'est pour ça qu'on regarde du côté de la navigation dite sociale, qui est à l'étude de plus en plus, ça nous ramène aux robots d'interaction sociale là, de ma première partie de présentation, mais c'est des robots qui peuvent ah oui, ça c'est vrai, c'était là. Désolé, je me suis trompé dans mon ordre. Je vais revenir après. Mais c'est des robots qui, en ayant une connaissance de ce qui est dans l'espace, peuvent faire des trajectoires qui ont plus de sens. Ce qu'on voit à droite ici, les 2 points noirs, c'est 2 personnes qui ont été détectées par le fauteuil ou n'importe quel robot. Et qui, on comprend qu'ils ont une conversation. Parce qu'on voit que les 2 personnes se font face, peut-être même qu'on a vu de l'activité, bref, on a différents indicateurs qu'il y a une conversation. Donc, même si l'espace entre ces 2 personnes-là aurait fait partie du trajet le plus court pour le robot ou le fauteuil ou quoi que ce soit, on ne fera pas exprès d'envoyer le robot entre les 2 personnes. On crée, dans le fond, une forme d'obstacle virtuel, un obstacle social dans ce cas-là, qui vient faire en sorte que le fauteuil se déplace de façon plus sociale, là, justement, c'est la façon de le dire, à l'intérieur de notre environnement. Et c'est là que, justement, l'interface cerveau-ordinateur vient influencer ça. C'est-à-dire que si on peut aussi détecter, bon là, je parlais de l'inconfort tout à l'heure, mais si on peut détecter l'intention entre sortir de la pièce ou aller voir des gens, bien, on vient réduire l'espace de recherche de nos algorithmes de trajectoire. Donc, plutôt qu'avoir avoir une interface qu'on est obligé de dire au mètre près, ou même plutôt au centimètre près, où est-ce qu'on veut aller dans une pièce, bien, par cet apprentissage-là, par des caméras aussi qui comprennent mieux la dynamique de la salle, où sont les gens et tout, bien, on peut supposer, enfin, on peut réduire à 2-3 choix pour le système. Par exemple, faire face à une personne, sortir par telle porte ou aller dans tel autre endroit parce qu'au fil du temps, la personne, l'utilisatrice du fauteuil va toujours à tel endroit dans telle pièce. Donc, on vient, dans le fond, reproposer un sous-ensemble de choix qui, eux, sont plus faciles à les choisir avec une interface cerveau-machine ou bien, carrément un tactile, mais où est-ce que on diminue le besoin de précision tactile de beaucoup en ayant seulement 3 choix. La diapo que j'avais oubliée, désolé, c'était celle sur nos tests là, avec participants et étudiants au laboratoire. Donc, c'est là qu'on leur faisait faire des trajets. En fait, c'est Adina là, qui a piloté le tout. S'il y a des questions, Adina pourra répondre. On a eu une douzaine de participants avec un trajet prédéfini, mais avec des questionnaires, on a pu avoir une idée de l'appréciation de ces différentes techniques-là. Autant pleine autonomie où est-ce qu'on clique un endroit que joystick répliqué à l'écran que le joystick classique manuel, question d'avoir un point de comparaison. Et où est-ce que, on travaille là, sur la navigation sociale. Et l'autre aspect, c'était le modèle pour la distanciation, cette fois-ci, le Walk With Me. L'idée, c'est, si on est dans un endroit où là, il y a des aides-soignants, par exemple, c'est que là, justement, on veut se déplacer avec eux, bien là, on est en train d'étudier l'ajout de capteurs, un peu là, à la méthode là, comme Pingali ici, que là, c'était des systèmes ultrasons, mais bon, on a différentes techniques par radiofréquence et autres pour identifier les personnes. Donc là, on peut imaginer l'aide-soignant qui a une balise sur elle, l'aide-soignante dans ce cas-ci, et que là, le fauteuil détecte. Et donc, ça vient rajouter disons, 4e choix par rapport à tout à l'heure qui était juste faire face à la personne, sortir de la pièce, traverser un corridor. Mais là, on a, par exemple, suivre la personne pendant qu'elle marche. Donc là, on peut se rattacher avec ça. Et où est-ce qu'on en vient pour la COVID-19? Bien, c'est justement, si on a à respecter des distances des distances précises pour la distanciation sociale, bien là, le fauteuil ne fera pas exprès de coller la personne pour rien. Ça peut faire partie des contrôles de planification et de navigation du fauteuil qu'on utilise. Donc, si on résume ce qu'il y a eu dans ce mandat-là plus récemment et où est-ce qu'on en est présentement, parce qu'il n'est pas terminé, le dernier mandat. C'est un peu la suite pour cette année et ce qui suit. On a une nouvelle architecture pour le fauteuil, comme je disais, une meilleure structure électrique qui devrait moins causer de problèmes électriques ou de vide de batterie qu'on a eu là, dans les premières années. On veut bâtir un modèle de référence pour le contrôle à partir des signaux EEG pour l'interface le cerveau-ordinateur.
Bonifier la navigation sociale, donc intégrer, on a 3-4 pistes d'algorithmes pour ça qui avaient été développés pour des robots d'interaction, mais qui pourraient être ajustés, modulés, mais là, dans le contexte, un utilisateur sur un fauteuil. Et en ajustant les modules là, pour permettre là, de garder la distance entre les utilisateurs et les aides-soignants, basé sur un projet étudiant qui s'est terminé là, en décembre là, pour justement des balises de localisation à la fois distance et orientation, mais entièrement basées par de la radiofréquence. C'est un peu le même principe que si vous avez vu les balises, là, les AirTags chez Apple ou j'oublie d'autres fabricants qui en fait des similaires, là, mais c'est un peu ça. C'est par radiofréquence. Si on a un certain ensemble d'appareils et d'antennes, on peut réussir à relocaliser ça, puis ben, avoir une idée de la position pour le système de navigation. Et puis, évidemment, tout tester en laboratoire et idéalement avec des personnes réellement visées par ça. Et donc, voilà où est-ce qu'on en est. Donc, ben, merci beaucoup pour votre attention. Puis je vous invite maintenant à poser des questions ben, à moi ou à Dina ou Dalia là, à propos des travaux sur le fauteuil. Grand merci pour la présentation, professeur Ferland. Si vous voulez arrêter votre partage d'écran, on va pouvoir Oui. peut-être voir tout le monde. Comme le disait professeur Ferland, là, je vous invite à poser vos questions puis interagir un peu. Je suis convaincue que le nombre de questions doit être déjà assez important. Vous pouvez aussi les écrire dans le chat si vous voulez, puis moi, je les poserai à l'oral par la suite. Si on manque de temps, vous pouvez me les envoyer par courriel, ça va me faire plaisir. S'il n'y a pas de questions, c'est correct aussi. Il n'y a pas de gêne à avoir. Mais, bonjour Philippe. Bonjour, merci François. On s'est vu ici il n'y a pas très longtemps pour l'activité. Je suis content de voir que le projet, là, que ça avance là, pour le fauteuil intelligent. C'est ça, j'avais j'ai toujours eu un peu des doutes sur l'utilisation de l'ESG pour le bruit, là, mais je trouve que, à cause du bruit que ça peut faire, puis surtout, j'ai souvent vu des projets, ou en tout cas des idées d'utiliser justement l'ESG pour contrôler les fauteuils, mais je pense qu'il y a le bruit inhérent, mais c'est aussi quand on se déplace en fauteuil roulant, ben, il y a tout ça, ça vibre, si on va dehors, il y a des craques de trottoir, des inclinations, il y a des changements de luminosité, tout ça affecte beaucoup le signal EEG. Fait que je ne sais pas si dans l'application que vous jugez, là, si ce genre de problématique-là là, par rapport aux signaux EEG, si ça va être pris en considération. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est comme je disais, je l'ai dit rapidement, là, dans la littérature, on a vu que oui, il y en a des fois qui réussissent à faire des démonstrations, là, le fauteuil stop, mais c'est très laboratoire. Puis ils disent vite que, ah oui, mais il y a des problèmes de bruit et tout. On a eu le temps avec 3 étudiants qui l'ont essayé là, pendant un 4 mois, là, le casque. Là, c'était purement en simulation. On ne s'était même pas assis sur le fauteuil, mais qui voulait l'essayer, de le contrôler directement. Puis même ça, même assis à son bureau, une des 3 étudiants avait de la difficulté. Ça lui prenait du temps de placer le casque pour réussir à, disons, avancer, reculer, puis peut-être tourner. Donc là, c'est là que ça a confirmé, non, on ne peut pas espérer un contrôle fait. Mais c'est pour ça, on pense, c'est en venant extraire, là, peut-être seulement 2 ou 3 possibilités maximum, puis que ça soit facilement distinctif. On espère que là, on va pouvoir passer au-dessus du seuil de bruit. Puis la chose, là, une des techniques qu'on va étudier, puis ça, on était en contact, pour le relancer d'ailleurs, avec des gens ici au CHU, là, mais CHUS, là, qui ont par contre là, des kits d'électrodes intrusives. Donc là, on a un signal parfait, mais un peu la capacité de montrer, OK, la personne avec le signal parfait versus le signal complètement bruité, est-ce qu'on est capable de reconstruire le signal bruité de façon suffisante à se rapprocher? Mais c'est que ça va nous donner on appelle en anglais un baseline, là, un ground truth. C'est pas juste travailler avec du bruit, mais travailler avec une version propre, une version bruitée, puis être capable de reconstruire à partir de ça. Ça, c'est notre autre espoir technique derrière ça. Sinon, dans les approches qui
un des étudiants a eu le temps de tester un peu. Puis c'est arrivé en vraiment début COVID. C'est pour ça aussi que c'était en simulation. C'était chez lui. C'était beaucoup sur de la redétection. J'ai oublié l'acronyme, mais c'est VV2S ou quelque chose comme ça. Mais en visant des trucs qui scintillent à des fréquences précises, ça, on peut réussir à attraper cette information-là dans le signal. Et donc là, si on a 2-3 cibles, là, on simplifie, là, mais disons carré rouge, carré vert, il y en a un, mais les deux fréquences sont différentes. Si on peut rattraper ça, déjà là, on a le choix entre est-ce qu'on va voir la personne ou on passe à travers le seuil de porte. Ce genre de choix-là. Là. Mais que, en tout cas, personnellement, je reste convaincu, le contrôle fin, c'est la vraie, en tout cas pour l'instant, envoi de commande, ça va rester principalement par le tactile ou le bras. Mais que pendant qu'on combine ça dans le fond, c'est comme une troisième manette rendue là, on peut venir modifier le contrôle qui avait été donné avec les interfaces plus traditionnelles, on dirait. Puis, tu penses qu'il y a vraiment un avantage de passer par le ESG si la personne est capable d'utiliser un tableau tactile? On ne peut pas juste prendre le tableau tactile un peu plus complexe pour donner un choix supplémentaire ou... Oui, bien ça, c'est sûr qu'on veut le comparer. Ouais. C'est ça. Si la personne est capable d'opérer, oui. Là, on a la même intelligence, la même détection de la dynamique de la salle peut être utile, peu importe. C'est plus pour aller vers les personnes qui ont justement peut-être une perte là, de précision tactile. Je ne sais pas, j'ai vu Adina, tu as levé la main, tu voulais compléter. Oui, je voulais juste rajouter un intérêt d'utiliser ce genre de signaux. Si on y arrive, bien sûr, à bien distinguer qu'est-ce qui se passe, c'est de l'insérer dans la navigation sociale parce que s'il y en a une gêne quelconque qui est produite, je ne sais pas, la personne réagit différemment ou on voit dans le signal quand il est gêné de voir une personne, par exemple, on voit quelque chose dans le signal, mais le photo, il peut changer de direction, il peut changer de parcours pour réconforter la personne. Nous, c'est ça ce qu'on voit pour cette année-là, si on est capable y arriver intégré avec la navigation sociale. D'accord. Un grand merci pour la présentation. Je vais compléter l'enregistrement puis pouvoir le déposer sur YouTube. Parfait, merci beaucoup. Merci à tous. Bon après-midi. Merci. Au revoir.